D'ailleurs, vous êtes penché sur le sujet. Nora Malagré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes au théâtre de Passy. Encore, voilà. Et puis on va parler avec vous de ce doc qui va être diffusé ce soir sur France 5. Pourquoi t'as pas d'enfant? C'est la question qu'on vous pose. Parce que vous n'avez pas d'enfant pour des raisons médicales. Vous avez beaucoup parlé de votre endométriose. On va y revenir dans un instant. Il faut dire que c'est un documentaire remarquable. Oui, remarquable avec des témoignages. Mais on va en parler dans un instant. Je vais juste annoncer les sujets à 10h30. On va évidemment parler de l'Iran et des annonces hier faites par le président de la République sur le nucléaire. Et on va parler également du procès Samuel Paty hier, verdict rendu hier du procès en appel avec des peines amoindries. Ça a évidemment choqué beaucoup de gens. Dites-nous si ça vous a choqué, vous également. 0826 300 300. Alors, Félix Mathieu, le réarmement nucléaire, mais il y a eu avant le réarmement démographique. Oui. Pardon de faire ce parallèle. Oh, écoutez, c'est vrai qu'il enchaîne les slogans comme ça, Emmanuel Macron, réarmement démographique. Et qui ne sont pas toujours très bien vécus et très heureux. On va le voir avec vous, oui. Nora. Alors, le réarmement démographique, il avait dit ça effectivement face à ce constat d'une natalité qui marque le pas en France, pas qu'en France d'ailleurs. On n'est pas un cas isolé dans les pays développés. Longtemps, la croissance démographique, ça a été un objectif politique assumé et on le voit encore avec Emmanuel Macron. Il y a historiquement évidemment les allocations familiales pour inciter à faire des enfants. Et ces dernières années, effectivement, eh bien, ça a baissé. Le nombre de naissances est même passé sous le nombre de décès l'année dernière. On s'en souvient, ça avait été très commenté avant même ce chiffre qui a effectivement fait beaucoup parler. Il y avait ce slogan, ce réarmement démographique brandi par Emmanuel Macron qui a effectivement quand même fait grincer pas mal de dents, Valérie. Oui, et donc on est effectivement sur aussi une nouvelle génération qui n'a peut-être pas la même manière. On voit d'ailleurs dans le documentaire que ne pas avoir d'enfants était quelque chose d'absolument impensable dans les années 60. Et aujourd'hui, la génération n'est plus la même et ne voit pas les choses de la même manière. Et on a cette étude IFOP, 57% des jeunes de 15 à 17 ans, quand on les interroge sur est-ce qu'ils veulent des enfants plus tard, eh bien un peu plus d'un sur deux, donc 57% répond oui. C'est beaucoup moins que quand on posait la même question il y a quelques décennies où c'était plus des trois quarts, 77% des 15-17 ans qui répondaient oui. Alors parmi les freins évoqués dans une autre étude IFOP il y a quelques mois, il y a évidemment les questions de pouvoir d'achat, de logement, dans une moindre mesure les inquiétudes environnementales sur l'avenir aussi. Une autre étude, INED cette fois, montre que même parmi celles et ceux qui en veulent, eh bien elles en veulent notamment moins qu'avant. C'est-à-dire que sur le nombre idéal, si vous voulez des enfants, combien vous en voudriez? Maintenant, on est en moyenne à moins de 2 enfants dans la moyenne du chiffre idéal souhaité. Ça aussi, c'est beaucoup moins qu'avant. En fait, on voit que le modèle un peu traditionnel de la famille avec 3-4 enfants, c'est plus vraiment d'actualité chez les plus jeunes générations. Sans compter aussi ceux qui en voudraient, mais qui n'y arrivent pas, parce que l'âge fait qu'aussi, passer la trentaine, parfois, la fécondité a un peu baissé, d'où cette solution de la congélation d'ovocytes qui se répand pour permettre à certaines trentenaires de gagner quelques années. Le gouvernement, je ne sais pas si vous avez vu ça, compte même envoyer maintenant une lettre aux Françaises et aux Français de 29 ans pour, grosso modo, on ne va pas dire que c'est pour une injonction, mais pour leur rappeler, l'air de rien, que l'horloge biologique tourne un peu quelque part. C'est l'idée de cette annonce. Donc une certaine forme de pression qui est là, et c'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous, Nora Malagré, quand vous avez entendu cette phrase qui a été le déclenchement. Alors il y a plusieurs choses. Il y a les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, il y a celles qui ne peuvent pas et qui en crèvent, quoi. Oui, mais les injonctions sociétales sont la même au fond. On nous pose toujours la question, grosso à partir de 30 ans, alors c'est pour quand? Là, il y a plusieurs choses qui se sont dites. Alors moi, ça a été un des déclencheurs, ce réarmement démographique pour faire ce documentaire. Moi, je suis engluée depuis très longtemps dans cette obsession d'être maman. Mais c'est vrai que ces mots du président de la République, moi, personnellement, m'ont heurté, comme elles ont heurté d'ailleurs ces phrases, beaucoup de femmes qui ne peuvent pas en avoir, je parle d'enfants, comme moi, parce que c'est un champ lexical, belliqueux, patriarcal, parce que aussi, il faudrait peut-être aider les femmes à faire des enfants si
ils veulent autant qu'on en ait parce que les services publics vont pas très bien, il n'y a pas de place en crèche, il n'y a plus de sous, enfin bref. Donc il faut aussi permettre aussi à ces femmes d'accueillir ces enfants. En tout cas, moi personnellement, je me suis sentie d'un coup la femelle défaillante, celle qui ne participait pas à l'effort de la société, voire à l'effort de guerre. Donc effectivement, je me suis sentie un peu percutée par ces mots, pour le moins maladroits. Quant à la lettre que vous évoquez, alors là, c'est carrément infantiliser les femmes. Je pense que nous savons quand et pourquoi on a envie d'avoir des enfants, seuls ou avec nos compagnons. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une petite lettre pour nous rappeler que l'horloge biologique est là. Il y a un long passage dans le doc à ce sujet où ces injonctions ne viennent pas que de Emmanuel Macron. Il y a des extraits avec Jacques Chirac et des autres politiques où vous considérez que la femme est un peu considérée comme une poule pondeuse et qu'elle doit faire son métier de poule pondeuse pour amener des soldats. Mais ça a toujours été comme ça, oui. C'est-à-dire que historiquement même, on plonge dans les archives, on plonge dans des études universitaires. La femme sans enfant, surtout, est considérée depuis toujours comme une sorcière, comme une femme un peu louche, qui n'a pas trouvé le bon compagnon, comme une femme trop carriériste, trop égoïste. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche, c'est la femme qui n'a pas d'enfant. Ce qui est un tout petit peu le cas chez les hommes. Les hommes qui n'ont pas d'enfants, on accepte tout à fait qu'ils soient justement carriéristes, qu'ils se soient un peu choisis. Nous, vraiment, cette injonction, elle est là depuis la nuit des temps. Il suffit de lire les contes de notre enfance. Tout à fait. Ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Et même, je termine dans la pop culture. Regardez, il n'y a pas énormément de modèles aussi de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont des héroïnes. Regardez Bridget Jones, que nous avons tant adorée comme femme un peu libre, qui chialait en mangeant de la glace. Et dans le 3e épisode, il a fallu qu'elle ait un enfant, dis donc. Sinon, et ce matin, Patrick Roger, quand vous avez fait votre chronique, a posé la question autour de la table aux chroniqueurs qui étaient là, de combien d'enfants êtes-vous dans votre famille? J'ai posé la question à Jean-François Aquilis, c'est 6, 7. Combien vous avez eu d'enfants? 2, 1. Donc il y a aussi une évolution sur le nombre. Oui, mais parce qu'il n'y a plus de sous. Bien sûr, mais pour faire des enfants, il faut des sous. Absolument. Donc, aussi, encore une fois, pouvoir faire en sorte d'accueillir les enfants pour celles, encore une fois, qui en veulent. Mais ne nous oubliez pas, celles qui n'en ont pas, nous faisons aussi partie de la société, les amis. Alors, on a un appel, on a Noémie en ligne avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour à tous bonjour Enora, je suis ravie d'être en lien avec Enora, que je suis depuis de nombreuses années. Et merci pour ce documentaire aussi, de mettre en avant les femmes, toutes celles, avec un grand C, avec un grand S à la fin. Bravo. Et vous êtes concernée, vous avez des enfants, Noémie? Non, et je n'en ai... Pour à vrai dire, j'ai 36 ans et j'en ai jamais voulu. Il y a juste une exception où je me souviens depuis très jeune. Après, j'ai la chance d'avoir été élevée entre guillemets que par ma maman, et du coup j'ai pas eu cette pression-là. J'étais entourée d'enfants, elle était institutrice, donc c'est vrai que j'ai pas eu cette pression-là. Et toute jeune, j'ai juste eu une fois ce sentiment de vouloir être maman, mais en fait avec l'adoption. Mais aujourd'hui, d'avoir envie d'adopter, mais aujourd'hui c'est très compliqué aussi. Ça fait partie des parcours compliqués aussi, pour pourquoi pas être maman, même seule, mais en adoptant. Donc c'est partie des parcours aussi très compliqués pour les femmes. Mais vous, votre point de vue, il n'est pas no kids, c'est-à-dire pas d'enfants, parce qu'il y a des femmes, on le voit dans votre documentaire, qui disent moi je n'ai jamais voulu d'enfants, même adopter, parce que ça reste la question qui vient après. Donc vous, Noémie, vous dites j'aurais quand même peut-être eu envie d'adopter. C'était un projet que j'ai eu toujours jeune. J'ai jamais eu même ce sentiment, ce besoin de maternité. Mais après, c'est pas quelque chose qui m'anime au point que ça soit entre guillemets obsessionnel, parce que j'ai cette indépendance-là mais par contre, j'ai déjà des amis qui ont eu cette pression-là aussi. Même en ayant eu un enfant, cette pression aussi de me dire pourquoi pas le deuxième, alors qu'elles n'en veulent qu'un aussi. Il y a aussi ça. Donc le côté un peu mère poule pondeuse, et ça c'est un peu lunaire aussi. Autour de vous. Par contre, souvent, quand même, comme vous disiez tout à l'heure, ce jugement quand même, il y a très rapidement dans les présentations, parfois avec des hommes ou dans des discussions, des débats, est-ce que tu veux des enfants ou est-ce que tu en as? Et si la réponse est non, on sent quand même une espèce de jugement quand même sur ah bon, mais pourquoi? Et derrière les questions, on lui tourne effectivement de se justifier. Ça allait être ma question. Est-ce que le titre du documentaire d'Enora Malagré, on vous le dit souvent, que ça soit votre entourage ou famille, pourquoi t'as pas d'enfant? Alors, pas dans ma famille proche, parce que je pense que j'ai toujours été assez claire et phrase prononcée. Mais ça arrive, oui. Effectivement, je suis dans un milieu assez sportif, donc c'est vrai que
C'est quand même quelque chose c'est une question qui revient effectivement dans une discussion où, comme je vous disais, dans une présentation où, très rapidement, et c'est pourquoi. Derrière, c'est pas genre, très bien, et puis on passe à autre chose, c'est mais pourquoi? Et on remet toujours en question presque la réponse que l'on peut donner. C'est ce que vous allez voir, ce que vous allez voir ce soir dans les témoignages. Hein. Merci Noémie d'avoir appelé 0826 300 300 si vous aussi vous voulez réagir. Appelez-nous. Peut-être que vous avez eu une pression, vous ne vouliez pas forcément d'enfants et que vous avez été un peu contrainte. Mais ce sont ces femmes que vous avez interrogées. Le documentaire est incroyable, hein, très riche, très vif, monté de façon très très dynamique et avec des témoignages. Celui de Mireille Dumas, celui de Marianne James, celui de Béatrice Dalle. Toutes les trois vous racontent pourquoi elles n'ont pas eu d'enfants. Oui, pourquoi elles n'en ont pas voulu. Oui. Moi, il y a ces deux regards que j'ai croisés, donc celles qui, comme moi, n'ont pas pu, mais qui étaient un peu plus loin que moi dans la quête, qui m'ont aidé justement à arrêter cette obsession et à enfin assumer le deuil de la parentalité. Et puis le regard de ces femmes-là, donc que vous avez cité, Marie Patouillet aussi, notre championne olympique, exactement, et qui cette parole affranchie, libérée, en fait, qui m'a déculpabilisée, quoi, et qui m'a surtout rassurée, qui m'a dit, mais tu sais, ma cocotte, une vie sans enfant, c'est bien aussi. Il va se passer aussi plein de choses. Tu peux transmettre autrement et tu vas pas forcément finir seule à l'EHPAD avec tes chats. On se retrouve dans un instant avec vous et Nora Malagré et on parle donc de ce document à voir ce soir sur France 5. Pourquoi t'as pas d'enfant? Appelez-nous si vous voulez témoigner, nous dire si si vous sentez concerné par cette injonction d'avoir des enfants. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Pourquoi t'as pas d'enfant? C'est un document formidable à regarder ce soir sur France 5. Ces femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants ou celles qui n'en ont pas voulu. Il y a les deux cas que vous évoquez dans ce documentaire. Et Nora Malagré, vous avez raconté l'endométriose, la difficulté pour vous, l'impossibilité de devenir mère, avec des témoignages très forts de ces femmes comme vous, cette femme qui raconte qu'elle se met des coups de poing dans le ventre parce qu'elle en veut à son corps de ne pas y arriver. Et on en parlait hors antenne, cette injonction à se définir par rapport aux enfants. Et je vous racontais ce dîner dans lequel je me suis retrouvée un jour où il y avait une quinzaine de femmes. Chacune devait se présenter et ça m'avait choquée. Chacune se présentait en disant bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 3 enfants. Mais comme si en fait ça définissait la femme. Comme si ça nous validait. Mais en fait c'est formidable, hein, celles qui ont des enfants. Moi j'en aurais voulu, donc c'est formidable. Mais je pense, mesdames, que ça ne vous définit pas entièrement. Vous êtes d'abord des femmes, puis éventuellement des mères, peut-être des épouses, comme moi, des amoureuses. Mais en tout cas, voilà, définissons-nous autrement. Est-ce que les choses ont changé ou évolué? C'est-à-dire qu'on voit, mais on voit de plus en plus de jeunes femmes qui disent je ne veux pas d'enfants aujourd'hui, qui assument ce qu'évoquait Félix. On les entend maintenant parce qu'elles le disent un peu plus. Mais le chiffre n'a pas tellement évolué. Hein. Y en a qui parlent elles ne savent pas si elles vont avoir des enfants, mais le chiffre de femmes sans enfants reste autour de 5%, n'a pas tellement évolué. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas temps de paniquer en termes de démographie, pour revenir à ce qu'on a dit en début d'interview. En tout cas, elles ont une parole un peu plus libre, ça c'est certain. Alors c'est un documentaire très moderne, très anglais, puisque vous impliquez... Non, c'est vrai, les Anglais font souvent ça, c'est une balade dans votre vie, à la fin on voit des gens de votre entourage, donc c'est vraiment la première personne, et ça c'est très anglais dans le traitement. Et il y a un moment, vous rencontrez 2 femmes qui sont très jeunes, qui ont 22-23 ans de mémoire, et qui se sont fait ligaturer les trompes. Et je me suis dit que pour quelqu'un qui pouvait pas avoir d'enfants, entendre quelqu'un qui puisse avoir des enfants et qui s'enlève l'outil qui permet d'avoir des enfants, comment à la fois vous l'avez vécu et pourquoi vous avez mis ce témoignage? Oui, c'est très intéressant ça. Et oui, alors je l'ai mis parce que ça existe, parce que j'aimais bien aussi cette espèce c'est très jusqu'au boutiste là pour le coup. Alors chacun a sa limite. Là c'est peut-être aussi un peu la mienne. C'est vrai que moi je m'accroche à un utérus qui me sert plus à rien. Donc c'est aussi pour comprendre pourquoi cette radicalité que je ne juge pas, hein, mais c'est pour essayer de la comprendre tout simplement. Et je l'ai comprise d'ailleurs parce qu'effectivement elles sont malgré leur jeune âge extrêmement sûres d'elles et que pas non plus hyper convaincues de l'efficacité de la contraception. Donc elles ont été jusque là pour vraiment donner la parole à toutes
toutes les femmes. Vous n'aviez pas envie de leur dire, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as? Alors non, parce que je suis plus là-dedans. J'ai pu le penser avant, ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai été me confronter à cette parole-là. D'ailleurs, je le dis dans le documentaire, moi, ça continue de me questionner un peu. Oui, je vous le confesse, je trouve ça un peu tôt. Je me dis peut-être qu'elle pourrait changer d'avis. Mais encore une fois, je ne juge pas. Elle a 22 ans, c'est ça? Alors, il y en a une qui en a 25, une qui a 30, mais c'est vrai qu'elles l'ont fait très tôt. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste un manifeste pour la liberté, pour dire aussi, mais ne commentons pas ça. Mais en tout cas, elles existent, elles sont là. Et la question qui vient après, pourquoi t'as pas d'enfant, c'est l'adoption. Pourquoi t'adoptes pas? À chaque fois, on pose cette question. Ça. Alors, elle est pas malveillante, cette question, attention. Mais c'est un autre parcours encore, qu'on nous demande de faire. On sort d'un parcours souvent jalonné de souffrance, de procréation médicale assistée qui n'a pas fonctionné, de plusieurs fausses couches, etc. Et là, on nous redemande de rentrer dans un parcours qui peut aussi être teinté d'échecs et de désillusions. On ne se lance pas dans le parcours d'adoption comme on achète un pack de lait, surtout en France. C'est très difficile d'adopter. Donc, cette question, elle m'a fait tellement souffrir, vraiment, que si je peux vraiment conseiller à nos potes de ne pas la poser, ça serait vraiment chouette. Vous avez le témoignage très fort de Mireille Dumas, de Marianne James, donc qui raconte de façon très sincère, et en particulier Mireille Dumas, qui elle a écouté les gens se raconter. Ça a été compliqué de la convaincre ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu alors une chance inouïe. Non, ce qui a été plus dur, c'est de trouver des femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants. Heureusement, je faisais déjà partie de cette association qui m'a aidée, Happy Moi. Mais sinon, non. Alors, Béatrice, Marianne, Marie et Mireille, non, elles ont dit oui tout de suite. Elles font partie des rares femmes qui en avaient parlé, mais très peu, vraiment. Mais comme moi, il n'y avait aucun écrit universitaire, pratiquement pas de texte et encore moins de rôle modèle. Je me suis un peu ruée sur elles. Elles m'ont dit oui tout de suite. Elles vous ont dit oui tout de suite. Parce que Mireille Dumas, vous raconte qu'elle a avorté quand elle était jeune. Elle l'avait jamais dit ça. Elle l'avait jamais dit. Et puis elle raconte effectivement pourquoi elle n'a jamais voulu d'enfant. Alors son compagnon en avait un. Donc elle a. Oui, mais elle explique qu'elle n'avait pas besoin qu'elle n'avait pas envie de se prolonger. C'était quelque chose de l'ordre presque du physique là. Mais vous avez vu comme elles sont avec moi, comme elles m'aident dans ma quête, elles me tiennent la main, Elles me disent, mais ça va super bien se passer. Elles disent, mais pourquoi vous faites des enfants aussi pour qu'on vienne vous visiter à l'EHPAD et tout, c'est hyper drôle. Ça vous a fait du bien ou pas, ce doc? Moi, ça m'a guéri, ça a été thérapeutique, je vous le dis tout net. Moi, j'ai commencé ce film, j'étais au fond du seau, vraiment, appelons un chat. Et le dernier jour de tournage, j'ai fondu en larmes, j'avais l'impression d'avoir posé toutes mes valises, et je me suis dit, en fait, ça va. J'ai fait ma thérapie. Mais il faut dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules, parce que on est ensemble, c'est quelque chose qu'on vit de façon très solitaire. J'ai eu une collaboratrice qui était dans la même situation que vous, et c'est terrible. Et c'est vrai qu'elles ont assez peu de... Il n'y a pas trop d'écoute, pas trop de compassion. Pas trop de compassion, et ce documentaire, il est là pour dire qu'on est ensemble, et puis aussi pour faire gagner du temps à celles qui ne peuvent pas en avoir, qui se sont acharnées, comme moi je me suis acharnée physiquement et mentalement dans ces parcours de PMA, dans ces arrêts naturels de grossesse, etc., qui m'ont tant détruite. Si vous avez envie de baisser les bras et de choisir une vie sans enfant, c'est bien aussi. Il y a une vie très joyeuse qui vous attend. Est-ce qu'il y a des femmes que vous avez rencontrées qui ont perdu leur mari ou leur compagnon parce qu'elles ne pouvaient pas leur donner des enfants? Ou leur compagne, oui, bien sûr. Dans le doc, il n'y a pas un témoignage d'une femme qui dit que ça a brisé son couple. Absolument, ce qui est le cas dans beaucoup de parcours PMA. C'est vrai que le couple, vraiment, souvent, il perd des plumes. C'est tellement dur, ça a été mon cas aussi. Et oui, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ce cas-là. Et puis, j'ai quand même choisi de mettre en lumière un couple qui... eux ont résisté, Brice et Sandrine, qui sont hyper touchants dans le documentaire et qui nous racontent que eux, au contraire, ça les a renforcés, que maintenant ils ont plongé dans cette vie sans enfant avec gourmandise. Tout est possible. Mais c'est vrai que les parcours PMA, ça brise souvent des couples. Mais quand vous avez été quitté, vous l'avez compris ou pas du tout? Ah bah oui, moi, le gars m'a quand même dit tu ne me donneras pas d'enfant, en plus cette phrase qu'on entend encore, comme si je devais lui faire un don d'enfant. Donc oui, moi je l'ai compris, je l'ai bien compris. Il y a Marianne James qui dit dans le documentaire qu'une journaliste, mais elle lui en veut pas, lui avait demandé si elle se sentait femme. Si elle se sentait femme. Non, mais vous imaginez ce genre de phrase, mais ça existe encore, Moi, on a quand même dit, il y a une collègue, un journaliste, je vais pas dire qui, un grand canard là pendant la promo, qui m'a dit, mais alors du coup, vous avez pas d'enfant, mais quelle mère vous auriez aimé être?
En fait, tu vas pas recommencer, cocotte, c'est pas possible, c'est sans fin. Oui, c'est passé à côté du docu, apparemment. Un peu maladroit, voilà. Effectivement, mais c'est vrai. Vous voulez qu'on écoute la bande-annonce qui va vous donner une idée des témoignages. Inédit sur France Télévisions. Je m'appelle Enora, j'ai 45 ans et je n'ai pas d'enfant. J'ai fait à peu près une quinzaine d'années de parcours de PMA. C'était un des trucs les plus durs de ma vie, de dire à Brice, je veux plus qu'on essaye d'avoir des enfants. Je trouve qu'un ménage sans enfants, c'est pas valable. C'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants. Toi, t'as jamais voulu avoir d'enfants. Ah non. Pourquoi ? J'ai presque envie de répondre que j'aimerais ne jamais avoir à répondre à cette question. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Pourquoi t'as pas d'enfant ? Déjà disponible sur France.tv et ce soir à 21h05 sur France 5. Non, mais je pense qu'on a tous et toutes autour de nous des femmes qui ont connu ces parcours, qui ont galéré ou qui n'en ont pas voulu. Ou qui en ont pas voulu, oui, absolument. On existe, on est là, les amis, et on est clairement ensemble et on va bien. Hein. Moi, j'avais le sentiment que ça évoquait, que ça évoluait un peu et que aujourd'hui, ça évolue. Soyons honnêtes, enfin très lentement, pour avoir vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Puis alors, il y a cette révélation, Sainte-Enora. Alors ça c'est fou cette histoire. Vous ne saviez pas, vous l'avez découvert dans le documentaire ? Non mais attendez, pardon, on se connaît un peu. Non mais attendez, c'est fou. Sainte-Enora, je raconte pour nos auditeurs. Enora, ça veut dire en gros mère nourricière en breton. C'était la sainte patronne des femmes enceintes et des nourrices. Et elle n'a pas eu d'enfant, comme moi. Elle n'a pas pu avec son copain Joseph de Saint-Efflamme, enfin son mari. C'est fou ou pas ? Et moi je m'appelle Enora. Donc j'ai appelé ma mère, je lui dis mais vous plaisantez les amis ou quoi ? Mais vous m'avez donc maudite. Voilà, mais c'est drôle. J'ai trouvé ce truc est absolument incroyable. Alors moi j'ai aimé tout le doc et voilà, c'est moderne, c'est anglais, voilà tout ce que j'aime. La seule chose qui m'a manqué, c'est quand vous avez ce prêtre. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé le rôle de la religion sur l'enfant ? Parce que beaucoup, il y a eu d'injonctions. Très bonne question. Il y a eu beaucoup d'injonctions religieuses sur le fait d'avoir des enfants, de procréer, et que la femme. Vous êtes fort. Parce que je voulais le faire. Je vais vous dire toute la vérité ici. On est entre nous. J'avais que 60 minutes. J'aurais voulu faire un 90. Et en fait, j'avais aussi des témoignages de religieuses qui sont les seules femmes à qui on pardonne de pas avoir d'enfants. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Oui, j'avais pensé à ça, mais je pouvais pas tout mettre. Ça sera. Un épisode 2. Alors on a bravo parce que je voulais tellement parler de ça mais j'ai pas eu le temps. Une auditrice me dit il faudrait aussi parler du ressenti des hommes qui vivent avec des femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir d'enfants. Voilà. Regarder le doc. Faut regarder le doc parce qu'il y a des hommes qui s'expriment. Puis elle signalait aussi que l'infertilité elle est partagée par les hommes. J'en ai parlé avec un médecin qui fait de la fécondation in vitro et qui me racontait que c'est toujours sur les femmes. On va d'abord regarder chez la femme en premier. C'est toujours la femme en premier et en fait il y a énormément d'hommes qui aujourd'hui n'ont pas sont infertiles et donc aller chercher très mal. Oui, mais aller chercher du côté des hommes aussi. Mais c'est pas le sujet, ce sera peut-être un autre doc. Merci pour l'idée, Valérie. Ce sera ce soir sur France 5, évidemment sur la plateforme France.tv. C'est déjà disponible et franchement c'est vraiment très intéressant. Merci à vous Enora Malagré et puis au théâtre évidemment théâtre de Passy. La soirée avait si bien commencé. On en a besoin en ce moment de ce type de pièces. Merci à vous. On se retrouve nous pour parler Iran évidemment avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Julien Aubert. Bonjour, président de l'Institut Valmy, vice-président des Républicains, ancien député. Bonjour. Mathieu Baccialone, communicant, président de M2B Bonjour, Conseil. Valérie, bonjour. Kevin Bossuet, diplômé en histoire contemporaine. Bonjour cher Kevin. Et Mehdi Raïch, analyste politique. Voilà, vous nous expliquer les chiites, les sunnites, les ayatollahs et autres. Voilà, on va évidemment parler de la guerre en Iran, onde de choc géopolitique, évidemment les réactions, les différentes réactions, et puis le discours d'Emmanuel Macron hier et la dissuasion nucléaire 0826 300, et puis on parlera du procès Paty avec la mère de Samuel Paty qui dénonce un nouvel abandon avec le procès en appel hier, le verdict décevant. Pour beaucoup de gens, puisque certaines des peines ont été amoindries
nuit et que l'aspect attentat n'a pas été retenu pour deux des complices qui seront libérés demain. C'est quand même une chose assez invraisemblable. Gilles, on commence avec vous. Valérie, bon, alors évidemment, dans tout ce qui se passe à la télévision, c'est compliqué de trouver des à côté, puisque les télévisions sont presque 24/24 sur le conflit, ce qu'on peut comprendre. Alors, on a connu dans les précédents conflits des Français qui faisaient des provisions de sucre, de riz ou de farine. Alors, cette fois-ci, avec le conflit Israël-Iran, c'est la peur du manque d'essence, à la fois dans les quantités, mais également dans son augmentation. Résultat, tout le monde se précipite avec ses bidons à la pompe. Un épais panache de fumée s'échappe de cette raffinerie en Arabie Saoudite. Même chose pour ce pétrolier bombardé au milieu du détroit d'Ormuz. L'énergie au cœur du conflit au Moyen-Orient. Cette exploitation de gaz liquéfié au Qatar vient d'être touchée par des drones iraniens et mise à l'arrêt aujourd'hui. Conséquence, les prix du gaz s'envolent, plus 50% au plus fort de la journée. Comme ceux du pétrole, dont le prix du baril approche les $80, une hausse que certains craignent à la pompe. Près de Paris, les automobilistes s'empressent de venir faire leur plein. Autant le faire maintenant tant qu'il est bas. J'anticipe, au moins je fais un plein. Si jamais il se passe quelque chose de particulier cette semaine, au moins je suis bien, je suis tranquille. 20% de la production mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz. Sans reprise rapide du trafic maritime, un choc pétrolier est à prévoir selon cet expert. Si ça reste réellement bloqué, vous revenez à la crise de 73, c'est-à-dire vous avez une économie qui est à terre. Est-ce que c'est la clé du conflit, le pétrole? Est-ce que ça pourrait faire reculer Donald Trump? Et est-ce que les Français vont avoir peur de ne pas avoir de pétrole? Oui, parce que la question après votre truc, c'est plutôt les Français sont-ils cons? Poser la question d'aller à la pompe, franchement. C'est marrant pour vieux risquer, réflexe. Pour risquer de créer justement une pénurie. C'est quand même ça le sulambe. Vous partez sur la géopolitique, là on est sur des réactions basiques, quoi. Mathieu? Non mais vous avez tout à fait raison, mais déjà il y a cette attitude. Moi ça m'interroge sur ce... c'est ancré un peu dans la mentalité. On a l'impression qu'il y a des vieux ressorts qui ressurgissent de temps en temps et de générations qui, a priori, quand on entend dans la voix de la personne dans le son que Gilles nous a, a priori, c'est quelqu'un qui n'a pas connu les tickets de rationnement, la guerre et les soucis. Oui, c'est assez français. Ça revient souvent ce besoin de. Je vois que Julien est. Je sais pas si c'est français. Moi, je pense que c'est plutôt générationnel. Je pense que les anciens étaient habitués à des sociétés de pénurie et que dans des sociétés de consommation illimitée, les gens ne supportent pas l'idée qu'à un moment donné, leur mode de vie puisse être impacté. L'idée, ils la créent eux-mêmes en réalité, parce qu'il n'y a pas eu de message des autorités de... Je vais pas, c'est pas un jugement. Quand je dis égoïste, c'est pas du tout, parce que je dirais, on le fait tous en réalité. C'est dire, je vais prendre mes mesures pour garantir mon modèle de vie, parce que demain je dois aller travailler, parce que demain j'ai besoin d'aller sortir les gamins en week-end. Et ça, je dirais, c'est une attitude. Et ne pas payer plus cher. Oui, moi je me rappelle ma grand-mère qui avait connu la guerre. Elle réfléchissait pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. En fait, elle modifiait son comportement en prévision et elle le prenait un peu comme les anciens pouvaient dire il y a eu la grêle, il y a eu le gel, on mangera moins. Voilà. Alors que ça, c'est pas du tout le mode de vie, je dirais, de nos générations. Vous êtes jeune, Mehdi. Je n'ai pas connu de pénurie. Merci pour les autres. Merci pour les autres. Encore 2-3 guerres de 30. Vous avez raison. Non, je rejoins Julien sur l'analyse. Je pense que c'est aussi générationnel. Alors, je vais faire un petit peu de géopolitique. Alors, Hormuz, c'est un cul-de-sac. Donc c'est exportateur, donc le pétrole ne passe pas par là, il est importé vers nous. Donc déjà la France a 90 jours de réserve stratégique de pétrole, donc le moment où une pénurie arrivera, ça sera pas tout de suite. Donc calmons-nous, même si en 79, quand l'ayatollah est arrivé, il y a eu un choc pétrolier. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, je pense. Donc ne nous alarmons pas et ne faisons pas en sorte de créer une panique pour que les gens, dès qu'on parle du détroit d'Ormuz, on aille tous à la pompe à essence. C'est là qu'on crée une véritable pénurie. Ça serait totalement illogique. Un auditeur me dit hier matin, file d'attente à la pompe de 15 minutes. Il n'y a pas lieu. Que des retraités, me dit-il. Donc ça met peut-être un peu à mal votre analyse. Écoutez, Kevin. je ne vais pas juger mes concitoyens, même si je n'en pense pas moins. Mais après, mettez-vous devant les chaînes info.
mettez-vous devant Internet, etc. Depuis 48 heures, 72 heures, on nous raconte que ça va être la Seconde Guerre mondiale, qu'il va y avoir qu'il va y avoir des pénuries, que ça va être horrible, qu'il faut absolument s'armer, etc. Comment voulez-vous que les gens réagissent? En plus, il y a des fake news qui passent, etc. On nous a parlé des hydrocarbures russes il y a quelques mois. Maintenant, on nous parle en effet de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc moi, je me mets à la place également de nos concitoyens et je comprends qu'il y ait une peur qui s'installe dans un moment où le pouvoir d'achat est quand même extrêmement limité. Il faut se mettre à la place des gens. Si l'essence augmente, mais c'est encore au niveau du pouvoir d'achat de l'argent en moins, et pour certaines familles, ce n'est pas possible d'assumer ça. Donc je ne juge pas cela. Moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, j'en ai rien à faire. Mais je me mets à la place, en effet, des gens qui n'ont pas forcément les moyens, et c'est pour ça que je ne veux pas non plus les juger. Bon, les médias font peur. Bah oui, mais c'est normal. Ça, c'est la clé des médias. Il faut faire de l'audience, donc il faut maintenir les gens en haleine. Je regardais par exemple LCI, on a tous les généraux autour d'une table en train de nous dire que ça va être horrible, etc. Ils cerclent partout. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut prendre un petit peu de recul. On a vu ça pendant le Covid, on a vu ça pendant la guerre en Ukraine. Il ne s'est rien de passé d'extraordinaire pour notre pays. Donc un peu de mesure. Mais notre réalisateur Anthony me dit hier, le 98 à la pompe était à 2 €. Donc ça veut dire qu'il y a aussi il y a un effet évident. Alors, la question le détroit d'Ormuz, si vous voulez, ça va pas faire du bien. C'est-à-dire que par définition, on va avoir un rallongement des circuits d'approvisionnement. Par le cap de Bonne-Espérance. Voilà, par le cap de Bonne-Espérance. Donc, enfin, je veux dire, il y a quelqu'un me disait l'essence a pris 10 centimes dans la nuit. Bon, oui, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier. Ils calculent, ils voient que immédiatement les navires sont détournés. Il y a un surcoût et on va le payer. C'est pour ça d'ailleurs que le vrai fond du sujet derrière tout ça, c'est le fait que Donald Trump et les Israéliens font la guerre, mais que c'est l'Europe qui va payer la vaisselle, comme d'habitude. Parce que nous, la facture énergétique, on va se la prendre totalement dans la tête. Il y a un point, c'est que sur les bateaux qui détournent, qui passent par le cap de Bonne-Espérance, il y a aussi le risque, au-delà du rallongement des trajets, il y a le risque de la piraterie dans certaines régions, ce qui en fait, fait mécaniquement augmenter le prix. Donc, pour le moment, ça va un petit peu augmenter, mais soyons pas trop alarmistes. Et puis l'autre chose, l'augmentation du pétrole font les affaires de la Russie. C'est-à-dire que pour la Russie, c'est très intéressant d'avoir un prix de pétrole qui augmente et qui augmente. Pour les États-Unis aussi, parce que ils ont leur propre production de pétrole, donc c'est plutôt arrangeant pour eux. Sachant qu'ils vont pouvoir vendre le pétrole plus cher à la Chine. Vous voyez que je suis bon en géopolitique. Moi, je suis terre à terre. Non, très violemment. Pas du tout. Moi, votre analyse exceptionnelle. Merci beaucoup. Moi, c'était basique. Je voterai pour vous. Alors, peut-être un jour. Alors, on continue. Alors, je passe aux touristes ou je passe... non, passer aux touristes, on continue sur le sujet. Alors, pour l'instant, des touristes sont coincés dans la région. Alors, ils se débrouillent par leurs propres moyens. C'est-à-dire que pour le moment, Air France a décidé de ne pas envoyer d'avion, sauf jeudi. Là, le ministre... des Transports ? Non, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, a annoncé qu'ils allaient sûrement envoyer un avion pour rapatrier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de choses relativement fixé, donc chacun fait avec les moyens qu'ils ont. Il y a eu quand même un avion qui a atterri hier, puisqu'ils rejoignent Oman et ils prennent des avions là-bas. Ils sont entre 5 000 et 10 000 à être de touristes coincés à Dubaï, selon le consulat général de France. Petit reportage. Un épais panache de fumée. À Abu Dhabi, l'AS Monaco Basket dispute son 2e jour de tournoi d'Euroleague. En plein match, le terrain est évacué. Une explosion vient d'être ressentie. De la part, donc je vous laisse réagir à ce qu'on doit. Faites-nous les bruitages. En fait, ils trouvent que la France et les consulats et les ambassades ne sont pas à la hauteur. Et moi, je voudrais quand même, à un moment donné, on attend, si vous voulez, que la France s'occupe de ses ressortissants, c'est normal. Mais on est dans des sociétés, si vous voulez, où les gens voudraient qu'en 24 heures, on aurait des problèmes. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On peut pas affréter en pleine zone de guerre des centaines d'avions. Alors, que dans 2 mois, on ait toujours des milliers de ressortissants bloqués à Dubaï, là, on pourrait dire la France ne sait pas gérer ses ressortissants. Il faut aussi voir en comparatif. Il y a une espèce de... Là encore, c'est un sujet générationnel, d'immédiateté. La guerre éclate le jeudi. Comment, le samedi j'ai toujours pas été exfiltré. Alors, en plus,
sans faire de généralité, mettre tous les ressortissants français à Dubaï dans le même panier. On sait néanmoins, et certains ont encore pardon, des noms. Non mais tous les influenceurs qui en plus dès le début des affrontements se sont ridiculisés une nouvelle fois sur les réseaux en réclamant eux aussi justement l'intervention, en allant insulter jusqu'au président de la République parce qu'ils n'étaient pas rapatriés. Bon, en plus, on sait souvent, généralement, que ces influenceurs sont à Dubaï, pas uniquement pour la beauté des paysages, mais aussi pour des raisons fiscales. Ben voilà, payer le. Donc, il y a un moment où, et d'ailleurs, vous êtes pour ça, vous? Il y a un moment où on peut pas à la fois cracher sur la France en permanence en disant que c'est un pays épouvantable et qu'on est très content de l'avoir quitté, et au moindre problème, réclamer tout de suite, se souvenir qu'on a un passeport français et réclamer que l'État vienne les rapatrier. On en a fait beaucoup sur les influenceurs. Après, il y a des touristes. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que je ne les mettais pas tous dans le même panier, mais il y a quand même une bonne partie de ressortissants français qui sont pour pas forcément influenceurs, mais qui y sont aussi pour des questions fiscales. Oui. Non, en fait, on doit être solidaire de nos compatriotes, même quand ils sont détestables. Quand j'ai dit je les ferai payer, c'est plus si vous voulez le fond du cœur qui parle, mais on peut pas le faire. Reste qu'on n'insulte pas le président de la République. Non. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Voilà, et puis, on commence d'abord par les gens prioritaires, les familles, les enfants, les gens qui doivent absolument retrouver leur travail, les personnels sensibles. Voilà, et puis, je veux dire, c'est pas parce Dubaï n'est pas envahi par l'Iran. D'accord, il y a eu effectivement des attaques. Bon, les Israéliens vivent dans un pays qui est assailli régulièrement. On n'a pas exfiltré tous les Français d'origine, tous les Juifs d'origine française d'Israël. Et les Libanais. Et les Libanais, qui une fois de plus vivent. Dubaï, on sait aussi les conséquences géopolitiques de la région. Hein. Ouais. Non, mais moi je pense qu'il y a une forme d'égoïsme. Je veux dire, il y a depuis des mois des gens qui se battent pour notre liberté, qui défendent notre civilisation, qui luttent contre l'islamisme. Je pense notamment aux Israéliens. Et vous avez des gens, parce qu'ils ne peuvent pas partir au bout de 48 heures, nous font des psychodrames. Et une pensée également pour le peuple iranien. Un peuple iranien qui est pris en otage par un régime islamiste. Un peuple iranien qui souffre énormément. Un peuple iranien qui a vu son régime lui tirer dessus à balles réelles. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur. Je suis le premier à râler quand il y a des dysfonctionnements, etc. Mais là, il y a quand même une situation exceptionnelle et je trouve quand même que notre société s'effondre dans un égoïsme qui pour moi est parfaitement déplacé. Et toutes ces vidéos des influenceurs, etc., j'ai trouvé ça lamentable. Donc, soutien à Israël, soutien aux Américains, soutien au peuple iranien. Si vous restez bloqué quelques jours à un endroit, ça va, quoi. Alors, je ne serais pas aussi dithyrambique que Kevin sur la croisade israélienne pour défendre la civilisation. C'est un petit peu plus complexe. On va y revenir, on va en reparler. Ça fait partie de nos sujets. Marie, qui a beaucoup d'humour, me dit, je rappelle que le prix à la pompe est fait de 70% de taxes. À mon avis, l'augmentation, c'est fait pour payer le Paris-Brest de Macron. 4 rafales quand même pour accompagner son Altesse. C'est vrai que l'image était spectaculaire. C'était beau, c'était très beau. Pour une fois qu'on fait de la com bien faite. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons le zapping avec vous, Gilles. Et oui, alors il n'y a pas que le pétrole qui est coincé dans le détroit d'Ormuz. Vous allez être tous tristes si vous avez commandé un épluchoir à Temu incroyable en plastique qui se déplie. Vous allez mettre plus d'un mois et demi a prévenu Temu et Shine. Vous allez attendre votre couteau, tous les outils que vous commandez ou les habits. Alors déjà vendredi, c'est pas des poupées. Ils n'ont pas de chance parce que déjà vendredi était entrée la mesure de la taxe des fameux paquets qu'on reconnaît. Une taxe de 2 € est entrée en vigueur. Oh là là, c'est cher, c'est dissuasif, c'est dingue. Chaque jour, ils sont des dizaines à arriver ici. Et voilà madame. Merci. Bonne journée. Les petits colis, d'une valeur inférieure à 150 €. Ils sont parfois expédiés en dehors de l'Union européenne. Pour cela, dès aujourd'hui, une nouvelle taxe s'applique.
2 € minimum à l'achat, une mesure loin de convaincre ses clients. Franchement, ça dépend sur ce que j'achèterais, mais je suis prêt à payer 2 € de plus parce que je pense que ce sera toujours plus rentable pour nous que d'aller en magasin sur certaines choses. Si c'est juste une taxe pour rajouter une taxe, bon bah là, ouais, effectivement, on va tous se sentir un peu lésés, quoi. Mais attention, cette taxe peut dépasser les 2 €, car elle ne s'applique ni par article acheté, ni par colis entier. Elle est calculée par ligne de marchandises déclarée en douane, autrement dit, par catégorie de produits. Prenons par exemple ce colis composé de 3 t-shirts et de 2 sacs d'une valeur de 30 €, montant supplémentaire, 4 € facturés en plus sur votre commande en ligne. En fait, c'est une mesurette, on a l'impression qu'on n'a pas envie de lutter contre Temu et Shein. David. Alors, visiblement, c'est assez compliqué parce que, en fait, dans l'espace européen, il y a des possibilités d'atterrir à La Haye ou ailleurs et puis ensuite de réexpédier en France. Et Sébastien Lecornu, je n'ai pas vérifié l'information, mais aurait tenté, et en réalité immédiatement les Chinois auraient réorienté les flottes vers d'autres pays. Après, la question, c'est de savoir si l'outil fiscal est le meilleur, parce que en fait, on cherche à envoyer un signal prix pour changer le comportement des gens. Mais derrière, il y a un vrai sujet de désertification des commerces, de mort de l'économie réelle et de cycle terrible, parce que tous ces commerces qui vont mourir vont créer des chômeurs qui, du coup, n'auront d'autre solution que d'aller sur Temu ou Shein. Donc peut-être que c'est l'interdiction, en réalité, qu'il aurait fallu, à un moment donné, je dirais, creuser, au motif que ces produits ne respectent pas les normes écologiques, pas les normes sociales surtout. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on achète, on nourrit un cycle de pauvreté à l'autre bout du monde. Alors, ce ne sont pas nos enfants, mais ce sont les enfants de famille. Et je dirais, si on pense à la dignité de l'être humain, elle doit s'exercer partout. On a Fabrice en ligne qui voulait réagir. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Vous êtes vous en pensez quoi? Ces 2 €, ça va changer le comportement? Non, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis pas sûr que la future taxe change vraiment les habitudes des consommateurs. On parle d'une taxe inférieure à 10 € pour les colis de moins de 150. Concrètement, ça va faire quoi? 2, 4 € en plus sur une commande. Après, il faut être honnête, ça va pas forcément dissuader les gens. Je dis, même avec quelques euros supplémentaires, les produits qui sont bien moins chers que dans beaucoup de magasins physiques, on va dire, ou sur d'autres sites. Il y a beaucoup de foyers où les revenus sont modestes, chaque euro compte. Si au final un article revient quand même moins cher qu'en magasin physique, et voilà, c'est pas les 1 ou 2 € qui va nous faire mal au pouvoir d'achat, quoi. Vous avez déjà commandé, vous, sur ces plateformes? Oui, moi je commande, on va dire, je commande régulièrement parce que voilà, c'est intéressant et c'est rapide. Après voilà, c'est ce que disait votre collègue autour de la table. Ça va être vite détourné, où on peut faire arriver les avions plus proches en Belgique et après tout transitera par les transports routiers. Mais ça vous pose pas de problème de vous dire que ce sont des techniques, des manières de travailler qui sont quand même pas irréprochable, avec des enfants qui travaillent, avec des produits qui peuvent être extrêmement dangereux. On sait que tout ce qui est, on avait eu ici des responsables français qui expliquaient que tout ce qui est, une grande partie de tout ce qui est cosmétique, de ce qui est équipement de la maison et tout ça était 100% contrefait et souvent pas du tout aux normes et dangereux. Oui, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'après, on n'a pas forcément, comme moi, j'ai pas forcément le salaire qui fait que je peux me permettre d'acheter des produits de marque. Bien sûr. Voilà quoi. Ouais. Merci de votre témoignage, Kevin. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je veux dire, les beaux donneurs de leçons, des plateaux, etc., face à des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Je pense déjà que si on commande sur ces plateformes, c'est déjà qu'on n'a pas de pouvoir d'achat. Ensuite, on voit arriver des taxes de 2 €. Il n'y a aucune pédagogie derrière. C'est 2 €, 2 € plus 2 € plus 2 €. À la fin, ça fait aussi une dépense supplémentaire pour ces familles-là. Donc moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien Aubert. Évidemment, il faut lutter contre ces plateformes-là, mais pensons également à nos concitoyens qui essayent de vivre comme ils peuvent, la fin du mois, c'est souvent compliqué, donc c'est pour ça que je n'ai aucun jugement moral là-dessus. Ça pose, il y a un vrai sujet, on l'a déjà évoqué ici, mais il y a un problème de pouvoir d'achat, parce qu'il y a un problème de salaire en France. On l'a vu, c'est ce que disait Kevin, des gens, et on l'avait vu, ça avait explosé au nez de plein de personnes au moment des Gilets jaunes, mais c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de nos concitoyens qui travaillent,
et qui n'arrivent pas à s'en sortir, ou qui s'en sortent vraiment, il reste pas grand chose à la fin du mois quand on a payé son loyer, quand on a payé l'assurance de la voiture, l'essence et tout ça. Donc c'est sûr qu'on peut essayer de responsabiliser les consommateurs, bien évidemment, mais il y a aussi un moment où quand on peut pas responsabiliser les gens quand ils ont besoin et on a, je pense, un vrai sujet de paupérisation grandissant d'une partie de la population, y compris de ce qu'on appelle, alors c'est un peu fourre-tout, mais ce qu'on appelle les classes moyennes, et le grand sujet du décrochage des classes moyennes en France sur les 15-20 dernières années. Et c'est d'ailleurs, ça explique, c'est un autre sujet, mais le succès fou du hard discount en France, qui a explosé sur les 15-20 dernières années, parce que une grande partie des classes moyennes décrochent et sont sous comme un petit symbole. Il y a 30 ans, les Occidentaux étaient en voiture, les Chinois étaient à vélo. Aujourd'hui, nous, on est à vélo, eux, ils sont en voiture, on est en voiture chinoise. Nous, nous achetons sur Shein, et sur les Champs-Élysées, je vois des touristes chinois qui rentrent chez Vuitton et qui sortent avec des paquets entiers. Bon. Donc, posons-nous quand même des questions. Alors, il y a un sujet, je dirais, de modèle de civilisation et de casser le cycle, et c'est vrai que les Gilets jaunes avaient montré ça, en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, politiquement, ça devient impossible à résoudre, parce que les gens vous disent, moi, j'ai un revenu qui stagne, donc j'essaie de survivre, de garder, en fait, le même mode de vie. C'est ça le sujet, c'est que les gens veulent pas ils veulent pas décrocher, ils veulent permettre de pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants, de pouvoir s'acheter des choses. Maintenant, au plan politique, effectivement, la priorité, c'est de rendre la France plus productive, d'augmenter la richesse. Parce que si les Français pouvaient acheter sur les Champs-Élysées des Vuitton, ils n'achèteraient pas des copies sur Shein. Bien sûr. Oui, mais c'est en fait, c'est un vieux problème qui est très franco-français. N'oublions pas déjà que nous sommes dans une économie mondialisée, donc ce qu'on fait a forcément des répercussions. On est dans un pays de travailleurs pauvres, donc évitons d'opposer la morale écologique à la fin du mois, parce que très clairement, les Français ne sont pas en capacité de faire ça aujourd'hui. On parlait des Gilets jaunes. On sait ce qui triomphera si on les oppose. Ah oui, donc quand on voit la situation et de l'industrie française, de l'économie française de manière générale, on parlait du textile. Quand les gens vont acheter des produits sur Shein, c'est aussi parce que l'industrie textile française n'existe plus. On parlait des taxes, mais c'est aussi ce sujet-là derrière. Donc c'est un sujet, même si ce terme est un peu fourre-tout de souveraineté économique, mais on a abandonné certains pans industriels et aujourd'hui on est en train de le payer le coup, et c'est les Français qui le paient à la fin du mois. Donc quand tu parles de moyennisation, de grandes classes moyennes, c'est tout à fait ce sujet, et aujourd'hui les Français sont pas capables de faire face, et on voit le décrochage. Nous on stagne en termes de pouvoir d'achat, alors que les taxes et l'augmentation de la vie continuent. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, et puis moi j'en ai un peu ras-le-bol de cette morale écolo bobo. On l'a vu avec les ZFE, on interdit les classes populaires d'entrer dans les centres-villes. On l'a vu avec également toutes les restrictions énergétiques pour les logements, où finalement on préfère que les plus pauvres dorment dans une voiture que dans un appartement classé F. C'est incompréhensible pour les classes populaires. Donc à un moment donné, moi je suis pour l'écologie, mais une écologie intelligente qui rassemble tout le monde, et notamment les plus modestes de nos concitoyens. Ouais. Moi, c'est la santé qui me perturbe quand même. C'est-à-dire qu'on voit des produits qui sont dangereux. Quand on achète sur Chine ou sur Temu, on a des produits qui aujourd'hui sont dangereux. Donc c'est là-dessus où il faut aussi se poser des questions. Valérie, ou pas? Moi, j'ai jamais acheté sur ces plateformes. C'est vrai, parce que c'est tentant aussi. Oui, j'ai vu. Vous y alliez. Mais juste pour hier, j'étais dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui est un quartier très riche. La plupart des boutiques sont aujourd'hui à louer. C'est-à-dire, c'est incroyable. Vous avez rue Bonaparte, qui était une artère, je suis passé devant. Il y a 4 boutiques à louer. Rue du Four, pareil. Enfin, c'était invraisemblable. Et je dirais, le coût social est énorme, parce qu'au-delà, je dirais, des emplois, c'est en réalité toute la relation à la ville. Complètement. C'est qu'en gros, demain, je vis dans une rue où il n'y a plus aucun commerce, à part les commerces de bouche, qui vont survivre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut? Enfin, est-ce que je vais passer du temps dans des rues qui sont mortes? Non, mais moi, je ne vais plus dans Paris. Je travaille à l'ouest de Paris. J'habite à l'ouest. Je ne rentre plus dans Paris. Donc, je ne vais plus. J'ai abandonné le médecin chez qui j'allais. J'ai abandonné le coiffeur. J'ai abandonné. Donc, en effet, on s'isole. C'est l'environnement social. Après, c'est la on vie, se retrouve dans un instant. On va parler de l'Iran, de la guerre, des États-Unis et du nucléaire. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Et nous commentons l'actualité, évidemment, largement consacrée à la guerre en Iran, avec Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, président des Républicains, ancien député, Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil, Kevin Bossuet, diplômé en histoire contemporaine, et Mehdi Raïch, analyste politique. La guerre donc au Moyen-Orient, avec des frappes sur les pays du Golfe, des frappes envoyées par l'Iran. Peut-être qu'on peut commencer par la France avec vous, Julien Aubert, et vous voulez revenir sur le discours d'Emmanuel Macron à propos de notre doctrine nucléaire. C'est un discours important. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas dire du mal du président de la République. Ouais. J'avais très peur qu'il se lance dans une espèce de dissuasion partagée avec les Allemands, etc. Il a esquivé le problème. Il a rappelé que c'était le président de la République qui prendrait je dirais en dernier ressort la décision, donc ça c'est très bien. Et puis on a vu quand même certains de nos partenaires européens qui, pour la première fois, sont ouverts à l'idée d'accueillir des bases françaises. Donc, alors même si ce concept de dissuasion avancée est un concept à mon avis un peu approximatif, il n'en reste pas moins que si ça débouche demain sur une France en capacité de faire payer, je dirais, une partie de nos dépenses militaires par nos alliés au prétexte qu'on leur apporterait une garantie, voire, rêvons, que demain on vendrait plus de Rafale que de F-35 en Europe, pour le coup, ce serait un des rares acquis, sinon le seul d'ailleurs, légué par le président de la République actuelle. Ouais. Voilà. Et alors, je trouve que c'est intéressant, surtout d'ailleurs dans le contexte actuel. Peut-être que Donald Trump nous aide d'ailleurs. C'est que les Européens ont peut-être enfin compris, après le Groenland, après d'autres événements, que Trump suivait ses intérêts et qu'à aucun moment d'ailleurs il ne s'occuperait de l'Europe. Donc voilà. Sauf que l'Europe aujourd'hui, de fait, est concernée par cette guerre, compte tenu du fait qu'il y a des bases qui sont attaquées. Oui, mais comme nos partenaires européens sont totalement vassalisés intellectuellement, en fait, on est en train de les sevrer. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'ils sont biberonnés à la drogue américaine et ils sont incapables de conceptualiser l'idée même, je dirais, d'avoir leur propre autonomie stratégique, voire de s'allier qu'à un autre pays. C'est très compliqué pour eux. Je dirais, ils étaient sous curatelle. On peut peut-être écouter Emmanuel Macron. Notre dissuasion est robuste et efficace. Tous ceux qui auraient l'audace de vouloir s'en prendre à la France savent le prix insoutenable qu'il y aurait pour eux à payer. Le monde se durcit et les dernières heures l'ont encore démontré. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des mots, hein. Oui, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec l'Europe. C'est comme en fait, comme il ne peut rien faire, il dit on va y aller progressivement. Alors, tout dépend ce que derrière on met. C'est-à-dire que, bon, après, le vrai sujet, c'est que, oui, sur la dissuasion nucléaire, ça nous garantit, ça empêche qu'on vienne nous envahir, comme on a pu le faire sur d'autres pays. Reste que par rapport à la menace de l'Iran, alors ça nous prémunit contre une menace nucléaire iranienne, mais pas contre des missiles iraniens ou des terroristes iraniens ou demain d'autres types de menaces. Donc c'est en partie vrai. Sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, c'était intéressant puisqu'il dit 3 autres choses. La première, c'est que il lance un nouveau sous-marin SNLE, donc sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ce qui est très important. Donc pour 2036, l'augmentation du stock d'armes nucléaires, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et il arrive à distinguer, parce que c'est vrai que c'était pas forcément toujours très clair entre le conventionnel et le nucléaire. Là, il dit bien que tout sera toujours le dernier ressort, la dernière décision se reviendra toujours au président des Républiques, notamment quand ça concernera les intérêts vitaux de la France. Donc tout ce qui avait été avancé, notamment dans des débats publics sur la France va donner une partie de sa souveraineté nucléaire. Du coup, ça marche pas comme ça. Là, c'est vraiment tout du ressort du président des Républiques. Concernant l'Iran et la France,
techniquement, la France a été attaquée. En plus, on est tenu avec un contrat de défense avec les Émirats Arabes Unis. Une base française a été attaquée là-bas. Normalement, on doit faire quelque chose. Ou du moins, on doit intervenir proportionnellement à l'attaque qui a été faite sur le sol français sur cette base. Donc la France doit au minimum s'engager soit auprès des Émirats Arabes Unis, soit auprès des autres pays avec lesquels elle a signé des traités de défense. Donc la question est de savoir si Emmanuel Macron va bouger tout de suite sur ce sujet. Le simple fait qu'on envoie le porte-avions en Méditerranée, c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire que la France commence aussi à bouger. Donc on verra ce qui se passe dans les prochains jours, mais pour le moment, je pense que la France est plutôt dans une situation qui est, j'ai envie de dire, de raisonnabilité. Ils sont plutôt assez modérés. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. Mais si les attaques continuent, tôt ou tard, ils devront forcément faire quelque chose. C'est obligatoire. Valérie, que ce matin, Téhéran a indiqué qu'il mettait en garde l'Europe contre toute implication dans la guerre. Ils ont réagi au communiqué commun. Ils bombardent une base française. Ils bombardent Chypre, mais ils disent attention, on vous met en garde. La mise en garde est déjà passée. Oui. Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'ai trouvé le discours d'Emmanuel Macron plutôt responsable, plutôt brillant. Il faut comprendre que défendre les intérêts vitaux de la France, c'est aussi défendre l'Europe. Et défendre l'Europe, c'est aussi défendre les intérêts vitaux de la France. L'important, c'est que la décision ultime reste évidemment dans le camp français. Donc moi, j'ai trouvé ça très bien. Et voilà, bravo, Monsieur le Président de la République. Pour une fois que je peux dire ça, bravo à lui. C'est... Je vois vos paroles, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et ça fait plaisir de voir avec Julien qu'il reste encore quelques gaullistes chez les LR. On a un appel, on a Lionel qui voulait réagir sur ce qui se passe sur cette guerre en Iran. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Valérie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur quel sujet? Parce qu'il y a beaucoup de... je pense que... Ouais, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets en ce moment. Moi, je pense que ce qu'on oublie aujourd'hui, ce qui a l'air un peu masqué, alors après, c'est ce que je pense moi, le coup de l'attaque en fait de l'Iran, de Trump, je pense pas que le nucléaire était la cible principale. Pour moi, la cible principale, c'était l'apport du pétrole à la Chine. Aujourd'hui, les principaux, on va dire le principal ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Ils veulent surtout pas qu'ils deviennent la première puissance mondiale, que ce soit en armement ou que ce soit globalement. Et si on regarde bien, il a frappé le Venezuela qui approvisionnait quand même la Chine. Ils avaient beaucoup de contrats, la Chine, avec le Venezuela. Donc il fracasse le Venezuela et il récupère tout le pétrole là-bas. Maintenant, il fracasse l'Iran, qui était aussi un pays qui fournissait, parce que c'était du pétrole entre guillemets sous embargo, et qui fournissait beaucoup de pétrole à la Chine également, et du pétrole pas cher. Parce que comme il est sous embargo, il est vendu moins cher. Donc il ne reste dans l'équation que la Russie. Et la Russie, c'est un peu plus compliqué à les fracasser, mais il vient de couper en fait finalement 2 pôles d'alimentation énergétique de la Chine. Moi, j'arrive pas à m'enlever de la tête que dans l'équation, le nucléaire est finalement quelque chose d'inquiétant certes, mais qui était sous maîtrise entre guillemets depuis maintenant quelques années. En revanche, les apports énergétiques à la Chine, ça par contre c'était pas maîtrisé, c'était pas contrôlé. Et être allé fracasser le Venezuela a bien montré quand même que le premier truc qu'il allait récupérer, c'était le pétrole. Donc voilà. C'est ce qu'on. Enfin, hier, on évoquait effectivement les raisons qui ont poussé Donald Trump à intervenir. Certains disaient hier, c'est pour le business. Je pense qu'il y a quand même le nucléaire, puisque l'Iran a quand même confirmé. Ça a été. Enfin, après, ils ont aussi envahi l'Irak sous des fausses raisons. Hein, donc, il faut aussi être un peu méfiant par rapport à ça. Alors, mais quelle est la motivation de Trump? C'est sûrement pas de libérer le peuple iranien. Non, c'est pas sa première motivation. Kevin. Allez-y. Je pense pas que sa première motivation soit la libération du peuple iranien. Faut pas oublier que l'Iran est considéré comme le premier élément de déstabilisation dans le monde. Donc le fait qu'il s'assure l'arme nucléaire leur assurait pérennité. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, même en coupant la tête, en coupant Ahmadinejad, en coupant Khamenei, l'État subsiste toujours. Et le régime est de plus en plus violent et il a toujours cette capacité à agir. Donc c'est aussi une architecture idéologique. Il y a les Bassidji. Donc on sent que c'est toujours un État, un régime qui est toujours vivant. Donc il y a un enjeu de géopolitique qui est important. Il y a peut-être une question effectivement derrière d'énergie. Ça c'est peut-être prépondérant dans la pensée de Donald Trump. Mais il y a surtout la question d'Israël derrière. Il y a l'intérêt vital en fait d'existence d'Israël au Moyen-Orient. Donc il y a toutes ces questions-là qui s'entrechoquent. Et je pense que la
question n'est pas juste de savoir quel est l'intérêt de Donald Trump vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, la Chine est plutôt très silencieuse sur le cas de l'Iran. La Russie a certes fait un communiqué samedi en disant... bon, c'est un peu service minimum. Hein. Voilà, c'était service minimum. On sent que même ces pays-là sont en train de se retirer, ils sont en train de les lâcher. Donc la question est à mon sens, beaucoup plus complexe sur les tenants et les aboutissants qui motivent Donald Trump là-bas. Ce qui est intéressant sur l'Iran, c'est qu'avec une frappe, il poursuit plusieurs objectifs. C'est qu'il aide Israël. Il détourne l'attention, et alors qu'il a des difficultés avec les midterms, il a besoin d'un succès diplomatique, parce que sur le Groenland, ça n'a pas forcément fonctionné, etc., ou sur l'Ukraine surtout. Troisièmement, il a aussi, avec la mort de Khamenei, il a lui aussi, je dirais, un totem qu'il peut mettre sur la table. Il termine le job parce que c'est vrai qu'il y avait eu le Hezbollah, le Hamas, le Venezuela, c'était aussi en lien avec l'Iran, donc il coupe la tête du serpent. Et puis, il est dans une concurrence de long terme sur l'énergie et avec la Chine et de domination du système international. Et ça ne fait effectivement pas de mal. De là à penser que c'est une manœuvre totalement tournée contre la Chine, je suis pas certain. Voilà. On va y revenir. Vous pouvez réagir évidemment 0826 300 300 et puis on parle de Donald Trump avec vous, Kevin Bossuet. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors là, je ne sais pas si on va être d'accord, Kevin Bossuet, vous vouliez parler de Donald Trump. J'ai essayé de trouver quelque chose. Je voulais parler d'autre chose. Mais c'est parce que vous vouliez parler municipal, mais sauf que c'est compliqué, les temps de parole. Sinon. Voilà. Non, mais voilà, je trouve qu'on tape beaucoup sur Donald Trump. Moi, j'aime beaucoup Donald Trump. Il a un côté fantasme, il a un côté rigolo. Et c'est quelqu'un qui a fait campagne et une fois élu, il fait ce qu'il dit. Et on peut lui reprocher sa politique, que ça soit à l'intérieur des États-Unis ou à l'extérieur. C'est America First. Il défend les intérêts des Américains et je trouve ça bien. Et autre chose aussi. Moi, j'ai écouté les Iraniens. Quand vous avez des Iraniens qui disent vive Trump, vive Netanyahou. J'ai vu notamment la manifestation à Paris, mais même dans les pays occidentaux, où on dit vive Trump, vive Netanyahou, c'est que ça veut dire quelque chose. Vous avez en effet un président américain qui a mis sa puissance au service d'Israël, qui lutte pour son existence, qui lutte pour sa survie et qui a mis également sa puissance, on va voir ce que ça va donner, mais qui a mis sa puissance également au service du peuple iranien. Donc j'espère qu'il ira jusqu'au bout. En tout cas, quand je vois des journalistes, quand je vois des militants taper sur Trump et qui ont eu une forme d'incointance et de complaisance avec le régime iranien, évidemment, je m'esclave. Moi, je trouve qu'il est courageux, Donald Trump. Il est à quelques mois, notamment des midterms. Il risque de les perdre parce que ça risque de le rendre encore un peu plus impopulaire. Donc je pense qu'il y a une forme de courage politique et quand on voit le bilan de Biden notamment sur la question du nucléaire iranien, je pense pas qu'il y ait de quoi se réjouir. Donc voilà, moi j'aime bien Donald Trump, je sais que je vais passer pour l'extrême droite, facho, etc. Mais je le dis, j'adore le personnage. Il défend les États-Unis, même si je trouve qu'il était too much également sur le Groenland, etc. Mais si j'étais américain, mais évidemment je voterais pour lui. Est-ce que le Venezuela et cette guerre en Iran va changer le prix des œufs pour les Américains ? Oui, non, mais c'est pas le sujet. Il y a des choses un peu plus importantes. Il y a quand même la question. D'abord, quand on dit il respecte ses promesses, pas tout à fait vrai, parce l'un de ses grands arguments, c'était de dire tous les autres ont fait des guerres. Moi, je ne ferai pas de guerre. Bon, et là, il vient de rompre quand même. Il avait dit qu'il réglerait la guerre en Ukraine en 2 jours. Oui. La deuxième chose, c'est que, alors, je rejoins Kevin sur un point, c'est que il n'est pas fou, et je pense qu'il poursuit. Il a un style très fantasque, mais je crois qu'il poursuit une stratégie qui pour le coup est pensée très brutale, mais assez cohérente. En revanche, je crois que pour juger de son action, il faudra voir. Enfin voilà, Mao Zedong disait il est encore trop tôt pour juger les conséquences de la Révolution française. On va peut-être pas attendre 200 ans, mais il sera intéressant de voir quand Donald Trump partira, si les Iraniens ont changé de régime, parce que les Vénézuéliens, par exemple, tout le monde on les oublie. Moi, je me suis fait engueuler par tout le monde parce que j'étais horrifié par ce qu'il avait fait. Qui s'attaque quand même à des chefs d'État. Si on commence à faire ça, on ne respecte plus les ambassades, on bombarde les ambassades, on se tue. Oui, c'est le seul en capacité de le faire.
Les Vénézuéliens, ils ont conservé leur modèle parfaitement corrompu, leur jeune présidente qui est devenue présidente. Si dans 4 ans, on a toujours des ayatollahs et on a remplacé Khamenei par Khomeini, ou Khomeini, je ne sais pas, je dirais ça ne changera pas beaucoup les choses. Oui. Si vous voulez, seuls 27% des Américains soutiennent l'opération militaire selon Reuters Ipsos, et Donald Trump avait effectivement promis lors de sa dernière campagne qu'il n'engagerait pas son armée sur des théâtres lointains, et depuis janvier 25, l'armée américaine est intervenue sur 8 zones. Donc, et il y a des morts américains, ce qui évidemment est à la une des chaînes américaines. Je comprends pas cette fascination de Kevin, et je sais qu'il est un patriote sincère, mais je ne comprends pas cette fascination pour une partie du spectre politique pour Donald Trump et pour des modèles étrangers qui vont généralement à l'encontre des intérêts de la France. Donc cette fascination trumpiste d'une partie de la droite française, c'est la fascination de l'homme fort. Oui, c'est la fascination de l'homme fort. Mais de la même manière qu'il y avait des gens qui trouvaient Staline. Ah oui, non, mais c'est pas du tout. Je ne veux pas énerver Kevin, mais il y a une part, parce que c'est toujours compliqué de parler de l'histoire quand on sait la fin de l'histoire. Dans les années 30. Quand il y avait Hitler en Allemagne, et je ne fais pas de comparaison. Mais c'est parce que, voilà, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y a une partie des gens en France qui disaient, il nous faudrait un Adolf Hitler en France, parce que le type redressait le pays, c'était la gloire de l'Allemagne, etc. Donc, évidemment, on ne sait jamais comment l'histoire va se passer. Reste que dans l'état émollient de la société française et du personnel politique, il y a une partie de la droite qui se dit... moi, finalement, ce type qui est un peu brutal, mais qui fait les choses et qui remet et qui n'a pas peur de. Oui, c'est un modèle. Mais parce que on revient à une partie de la faillite de la classe politique française et de la droite, puisque tu en parlais, qui a totalement abandonné une subtilité qui était la ligne gaullienne, qui d'ailleurs n'était pas que de droite. Une famille politique qui était certes microscopique, mais dont j'ai appartenu, qui sont les gaullistes de gauche et les souverainistes, peuvent se retrouver sur cette ligne-là. Et je trouve que on a surtout, et ça ressort dans ce débat, une vision avec blanc-noir. Soit vous êtes du côté de Trump et du côté israélien, et du coup on bombarde, sinon vous êtes forcément du côté de l'Iran. Alors que normalement la troisième voie, qui était quand même, et ça interroge en fait sur la place que la France peut jouer dans ce conflit, et donc aller chercher des modèles ailleurs prouve que pas seulement, parce que quand toi tu raisonnes en patriote et que c'est le concept de souveraineté de nation, maintenant dans l'argument de Kevin tout à l'heure d'ailleurs sur Israël, c'était la civilisation. Non mais c'est intéressant. C'est assez dangereux. C'est-à-dire que Trump, quand il dit aux Européens on doit défendre la civilisation, etc., on a des valeurs communes. Quelque part, il propose un modèle alternatif au strict intérêt national. Donc, il y a une partie de la droite, par exemple, qui considère que il faut se mettre à fond derrière Israël parce qu'on est en guerre contre l'islamisme mondial, et donc que finalement, on peut passer par perte et fracas certains éléments, je dirais justement de cette politique gaullienne. Moi, j'étais pas, je suis d'ailleurs, je l'ai dit, et ça m'a valu quelques désagréments d'amitié. J'étais contre le fait, d'encourager Israël à attaquer l'Iran, etc. Mais je dirais, ce sont des perceptions différentes, et donc cette articulation très fine entre la défense de la nation et la défense de la civilisation, elle passe entre un Zemmour, Maréchal par exemple, et puis d'autres responsables politiques de droite. Et à gauche, à mon avis, elle existe de manière moins forte. L'argument qui est opposé, c'est aussi que une grande partie des Iraniens soutiennent aujourd'hui cette intervention. Oui, mais ils sont en besoin. Pourquoi ne la soutiendraient-ils pas? Ils sont très clairement besoin. À leur place, évidemment, qu'on espérerait que les Américains viennent nous libérer, mais malheureusement pour eux, je crains que ça ne se termine pas par... C'est-à-dire que ensuite, quand on voit ce qui est arrivé en Irak... On en parlait, mais le précédent irakien n'est pas là pour nous rassurer. Non. Même le précédent afghan non plus. Irakien, c'est pas la même chose. Sauf que les gens disent que ça n'a strictement rien à voir, et que c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être, que le peuple iranien, l'histoire de l'Iran n'a rien à voir avec mais c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas du tout les mêmes peuples. Je serais toujours prudent sur les interventions américaines. Sur l'après, oui, il peut y avoir quelque chose d'assez similaire. C'est que quand vous exportez, on va dire, un modèle démocratique et que vous voulez implanter un modèle démocratique dans un pays comme l'Iran, et on a pu le voir en Afghanistan, 15 ans après ou 20 ans après, vous pouvez avoir le retour des talibans. Donc c'est pas juste l'idée de se dire on va libérer des gens, on fait en sorte de faire tomber un régime, il y a tout ce qui se passe après, et
nous on voit, on a un prisme, mais c'est normal parce qu'on veut que les régimes des mollahs tombent, et on voit toutes les horreurs qui ont été faites aux Iraniennes et aux Iraniens, mais au sein de la population iranienne, il y a aussi des divergences. Il y a encore des soutiens très forts au régime. Donc il va falloir compter avec ces personnes-là. Vous regardez en Inde, il y a une grande population de chiites qui soutient fortement les mollahs. Il y a 30 millions de personnes. Comment vous faites avec ces pays-là? Donc il y a aussi toutes ces divergences. C'est pour ça que les vrais changements de régime, ils ne peuvent venir que du peuple lui-même. Voilà. Donc c'est compliqué la situation. La France a changé de régime au bout de deux millénaires quasiment, enfin 1 millénaire et demi, et elle l'a fait contre le reste de l'Europe. Pareil pour les Américains. Enfin, donc je crois que évidemment on peut aider, etc. Mais c'est aux Iraniens de choisir le régime. On peut leur offrir l'opportunité de changer les choses, mais leur destin leur appartiendra. C'est du printemps arabe, ce sont les peuples quand même. Oui, mais après, pour faire tomber un régime, il faut aussi que l'armée s'y mette. Il faut, il y a pas mal de prérequis à faire la chose. Ça a été un fiasco géopolitique. Complètement. On se retrouve dans un instant. On va parler de Samuel Paty et de Tariq Ramadan avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Retour avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est également le verdict en appel au procès de Samuel, des meurtriers de Samuel Paty. Les 2 auteurs de la cabale en ligne ont été condamnés donc à 10 et 15 ans de réclusion criminelle. Et en fait, donc il y a des peines qui ont été confirmées, mais d'autres qui ont été allégées. Et c'est vrai que on peut écouter peut-être la maman de Samuel Paty qui ce matin était chez nos confrères d'RTL. On ne comprend pas cet écart. On a l'impression que la Cour a abandonné encore une fois Samuel. Je ne comprends pas comment ces 2 jeunes qui sont allés avec lui acheter des armes, l'ont véhiculé jusqu'au collège, puissent être exonérés d'une peine exemplaire. C'est pas possible qu'ils ne soient pas au courant de ce que voulait faire Anzorov. Voilà, c'est le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas, qu'il ne savait pas ce que voulaient faire ces deux jeunes. J'imagine que ça vous a aussi interpellé. J'ai été choqué déjà par le procès en tant que tel. On a voulu faire passer Samuel Paty pour quelqu'un d'horrible, pour quelqu'un d'islamophobe. On nous a raconté que ceux qui ont été condamnés défendaient finalement les musulmans face à l'islamophobie. Bref, c'était vraiment une défense qui était, je le dis et le redis, complètement dégueulasse. Après, sur le jugement en tant que tel, est-ce que vous êtes étonné ? Très franchement, moi j'ai vu ça ne m'a même plus étonné. Je veux dire, on se rend pas compte dans ce pays qu'on est en guerre contre l'islamisme, on a une forme des politiques qui sont complètement soumis aux islamistes, parce que qui ont peur de dire, etc. On a une justice qui est complètement soumise. Moi je pense très clairement que ce pays est foutu, que ce pays ne réussira pas à lutter efficacement contre l'islam radical qui est en train de le ronger de l'intérieur. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai haussé les épaules, je me suis dit, oui, bon, bah voilà ce qu'est la France, la mollesse, la soumission, la compromission, avec des professeurs qui vont devoir retourner dans leur salle de classe en se disant que la justice condamne, mais pas à la hauteur de ce qu'elle devrait condamner, et des enseignants qui sont seuls face aux dérives islamistes, qui sont seuls face à certains élèves radicalisés. Bon ben voilà, c'est la France, et après on s'étonne qu'il y a des enseignants qui ne veulent plus enseigner, des enseignants qui démissionnent, des enseignants qui se mettent en arrêt maladie. Voilà ce que c'est devenu ce métier. Je veux dire, pas de vague. Et puis non, mais franchement, moi ça en dit long sur ce qu'est ce pays. Moi j'ai même plus envie de me battre. Je suis dégoûté, ça ne sert strictement à rien. Le fruit, le problème est dans le fruit. Voilà, moi j'ai rien à dire à part du dégoût. Voilà, c'est. Il y a une dépêche AFP qui est absolument incompréhensible, où on ne donne pas les peines, où il y en a peut-être eu d'autres, mais la dépêche est imbitable. Il n'y a pas d'autre mot. Alors j'ai une autre source donc qui explique quand même que Abdelhakim Sefroui, lui, a eu la même peine. La même peine a été prononcée, 15 ans. Donc la Cour a condamné à cette même peine. En revanche, Brahim Chinina, une peine réduite. Brahim Chinina avait été condamné à 13 ans en première instance. Il voit sa peine ramenée à 10 ans. C'était le quantum qui avait été requis en première instance dans la première cour. Mais c'est vrai que les deux jeunes qui ont accompagné, on l'a entendu, le meurtrier acheter des armes. En première instance, ils avaient été condamnés
condamnés à 16 ans de réclusion criminelle et les peines tombent à 7 ans et à 6 ans concrètement. Donc, ils vont être libérés dans les mois qui viennent. Et surtout, c'est la qualification terroriste qui disparaît. Ils ne sont plus reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroristes. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Alors, on n'était pas au procès. C'est toujours compliqué de commenter une décision de justice. Néanmoins, c'est pas un message très... Non, mais bon, on n'était pas au procès, donc pour le coup, et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Kevin quand il disait que il y a eu, on a fait passer Samuel Paty pour un islamophobe et que la défense était dégueulasse. Sûrement, on peut commenter, mais ça fait partie. C'est le rôle de l'avocat de choisir pour le bien de son client ce qu'il estime être, du moins, la meilleure défense possible. Ça peut nous choquer, ça peut nous révolter, on peut en parler, mais je pense, heureusement, que c'est un principe essentiel de l'état de droit. Et que c'est ce qui fait la solidité de notre modèle, c'est que ces propos-là puissent être tenus et que ces personnes, si atroces soient-elles, puissent bénéficier d'une défense dans un procès. Oui, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Évidemment, tout le monde a droit à une défense. Ce que Kevin disait, la défense était dégueulasse. C'était encore le droit d'être choqué quand même. Oui, mais on dit que Samuel Paty l'a bien cherché, c'est quand même ce qu'on a dit. L'avocat n'a pas dit ça comme ça. Oh non, il a dit pire. Il a dit pire en fait. Oui, mais si on commence à vouloir atténuer les propos des avocats et à vouloir, pour moi c'est un principe fondamental de liberté. Non, mais la question n'est pas là. C'est qu'il l'a dit en dehors du tribunal. Ce qu'il a dit était partie de la stratégie de défense. Oui, en fait, ce qui peut choquer, c'est que en abaissant les charges, enfin les condamnations, la Cour donne l'impression quelque part que l'argumentation de la défense a fonctionné. Oui, c'est ça. Quelque part, c'est ça qui est choquant, c'est que la victime, c'est Samuel Paty. Et donc, comme les raisons pour lesquelles on ne les connaît pas, elles sont juridiques, etc. Alors, si, la raison, c'est que, j'ai creusé un peu quand même, c'est que, on dit, ces jeunes ne savaient pas ne savaient pas qu'il allait commettre un acte terroriste. Donc, du coup, en faisant tomber la qualification terroriste, à mon avis, il y a une réduction de peine qui va avec. Mais, de l'extérieur, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on se dit, finalement, on a attaqué Samuel Paty, on dit qu'il l'a bien cherché, et donc du coup, quelque part, ils sont moins coupables. Bon. Moi, ce qui m'a frappé dans l'argumentation, c'est la même chose que l'argumentation dans Les Bienveillantes de Jonathan Little. C'est l'idée que personne n'est responsable. J'accompagne un type qui va faire mais moi je suis pas vraiment responsable. Je pouvais pas vraiment savoir. Oui. C'est cette espèce de déshumanisation. À la fin, on a un crime horrible, mais personne n'est responsable. À part celui qui est tué, tous les autres, ils ont accompagné, ils ont aidé, mais comme on sait pas vraiment, on peut pas vraiment les condamner. Et quand quelqu'un se fait tuer de cette manière, on dit que 6 ans de prison. Forcément, alors on voudrait quasiment la prison à vie, spontanément. Bon, mais la justice, elle essaye effectivement de trouver la responsabilité. Alors il y a eu une forme de repentir. Ils ont exprimé leur honte et le second est apparu très affaibli. C'est une possibilité d'explication. Il y en a un qui a clairement joué la carte de demander du repentir, et l'autre qui a eu une ligne de défense beaucoup plus dure. Je ne crois pas qu'il y ait eu de grande différence. Moi, j'ai du mal avec ce type de jugement parce que quand on se prend 16 ans en première instance et qu'ensuite on diminue dans une affaire qui a complètement secoué le pays, il y a le film L'Abandon qui va sortir, mais pour moi c'est aussi une forme d'abandon autour de Samuel Paty, c'est que on en a tellement fait un symbole, et c'est un symbole énorme, c'est un symbole politique, c'est un symbole pour l'éducation, il a été lâché par l'institution de l'école. Et certains de ses collègues. Lâché par ses collègues, et j'ai l'impression que quelque part il est encore un peu lâché par la justice. Ce que dit sa mère. Et moi c'est ce que je comprends, c'est que au fond, ces personnes-là ont réussi à se défendre. Ils ont quelque part un peu gagné. C'est-à-dire que ils arrivent à sortir avec moins de peine quand on sait qu'ils ont déjà fait une grande partie de leur incarcération. Ils vont sortir incessamment sous peu. Et c'est incompréhensible à la fois pour la famille, c'est incompréhensible, je pense, pour une grande partie des Français, peu importe les élucubrations ou les subtilités juridiques qu'il peut y avoir derrière. Le simple fait qu'on parle de Samuel Paty rend tout de suite le sujet très émotionnel. C'est un sujet qui a totalement traumatisé la France. C'est un attentat terroriste, au même titre que les autres attentats que nous avons. On sait que derrière, il y a le sujet de l'islam, de l'islamisme.
Mais à la fin, quand vous entendez ce qu'a dit Maître Villemain, je crois que c'était l'avocat, la violence des propos qui ont été portés, on a presque l'impression que Samuel Paty l'a un peu cherché, mais au fond, c'est quand même un peu lui le responsable de ce qui est arrivé. Et j'ai du mal, moi, en tant que citoyen, à me dire, mais comment ça se fait que ces gens-là arrivent à sortir avec une réduction de peine? Pour moi, ce n'est pas possible. Quand on est un pays aussi traumatisé, ce n'est pas possible d'entendre ce type de choses. Parce que le magistrat juge en droit, je sais, je pas sur l'opportunité. Subtilité juridique. Il est chargé de regarder si effectivement on peut prouver que l'accompagnateur savait. C'est ça. Ils ont été poursuivis pour avoir véhiculé donc le tueur et l'avoir aidé à se procurer des armes, mais ils ne présentaient pas de profil d'islamistes radicaux. Ils ont réussi cette fois à convaincre la Cour qu'ils n'avaient pas eu confiance. Alors, j'aimerais bien qu'un jour un juge m'explique ce que la différence entre l'islamisme et l'islamisme radical. J'aimerais bien avoir cette subtilité un jour. Parce que un jour on va aussi nous sortir l'ultra-islamisme radical ou l'islamisme ultra-radical. Non, si vous êtes islamiste, vous ne l'êtes pas. Concrètement, il n'y a pas de degré dans la radicalité. Quand vous êtes islamiste, vous voulez appliquer charia, vous voulez jusqu'au bout du stratagème. Donc quand vous accompagnez quelqu'un et que vous êtes dans un environnement idéologique déjà très particulier pour accompagner ce type de personne, c'est vraiment que vous avez déjà un pied dedans. Quand cette personne-là arrive à tuer un professeur, désolé, mais pour moi, ça devient quand même compliqué. Valérie, j'en profitais juste pour saluer au passage le courage exemplaire de la famille de Samuel Paty, et notamment on a entendu sa mère, mais de ses sœurs aussi, de Gaëlle Paty et de Mickaël Paty. Qui sont deux femmes tout à fait remarquables et très dignes, qui ont été tout au long du procès et qui agissent quotidiennement pour essayer de lutter contre déjà pour la mémoire de leurs frères, mais au-delà, lutter pour les principes de la République. Et on a bien besoin de personnes comme elles. Donc c'était pour le coup saluer leur action. Une pensée pour son fils aussi. Oui, pour son fils, absolument. D'ailleurs, il était tellement islamophobe qu'il avait donné le nom de Gabriel à son fils. Mais bon. On va se retrouver dans un instant. On va parler de Tariq Ramadan et de son procès auquel il ne s'est pas présenté. Et puis on parlera des chrétiens d'Orient. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes de retour avec vous jusqu'à midi, donc pour commenter l'actualité. L'actualité, avec vous, c'est un autre procès, c'est celui de Tariq Ramadan, procès auquel il ne s'est pas présenté. Oui, il ne s'est pas présenté. La Cour a demandé une expertise médicale et un mandat d'arrêt international contre Tariq Ramadan. Donc vraisemblablement, il est hospitalisé en Suisse pour une sclérose en plaques. Moi je voulais aussi, parce que la semaine dernière est sorti les chiffres sur l'augmentation des violences sexuelles, et donc je me suis dit, comme c'est une personnalité importante, Tariq Ramadan, faut quand même pas oublier, je me souviens au début des 2000, je crois que c'était 2003 ou 2004, il avait eu un débat face à Nicolas Sarkozy. Il était notamment présenté longtemps comme un pont entre le monde intellectuel musulman et puis une société laïque, et puis finalement on se rend compte que c'était un horrible personnage, et donc il a été condamné une première fois pour viol en Suisse. Je voulais aussi parler un petit peu de remettre aussi le nom d'Enda Ayari. Il y a quand même 3 plaignantes qui ont été violées dans des circonstances qui ont été particulièrement brutales. Donc il y a Enda Ayari qui a été la première à porter plainte en 2009, puis ensuite il y a eu des cas en 2012, en 2016. Donc ça me semblait important parce que Tariq Ramadan a tellement été une personnalité importante dans le monde intellectuel français aujourd'hui. Eh bien, oubliez ce qui s'est passé. En plus, on voit l'augmentation des violences sexuelles. Ça me semblait important de parler de lui, de ce sujet-là. C'est aussi un petit peu connexe à ce qui s'est passé avec Samuel Paty, parce qu'on sait qui est Tariq Ramadan, on connaît sa filiation idéologique, on connaît sa famille idéologique, qui est son grand-père. Donc, ça, voilà, je voulais apporter un petit éclairage, voilà, très proche des frères musulmans. Je voulais apporter un petit éclairage sur ce sujet, parce que on peut pas laisser passer. C'est un procès important. Donc, le fait qu'aujourd'hui, il est sous mandat d'arrêt international, qu'il se cache en Suisse quelque part, ça m'énerve. Je peux faire aussi un petit parallèle avec ce qui s'est passé avec Alain Soral la semaine dernière, qui finalement est parti en Russie et puis on le reverra jamais. Donc voilà, je voulais, malgré toute cette grande actualité qu'on a avec l'Iran, avec ce qui s'est passé avec Samuel Paty, n'oublions pas ce sujet-là, parce que le sujet Tariq Ramadan est un sujet qui a quand même pas mal divisé et qui a été un sujet important sur le sujet de l'islam en France. Et la Cour criminelle a demandé une expertise médicale. Exactement, une expertise médicale et un mandat d'arrêt international. Voilà, ce qui n'est pas rien. Et l'audience est suspendue jusqu'à demain, donc à suivre. Oui. Mathieu, non, je pensais que vous vouliez... Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mehdi, et ce procès... Alors, c'est quand même... j'ai vu que la Cour allait demander quand même une expertise médicale. Oui, ce que je viens de dire. Puisque Tariq Ramadan se fait porter pâle et est en Suisse. Oui. Là aussi, il y a quand même un mépris double encore pour les victimes. Il a été condamné en Suisse.
Et il a été condamné en Suisse. Il était sous le coup d'un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter la France sans en informer la justice française. Il habite en Suisse, mais un de ses logements est en Seine-Saint-Denis. Donc il y avait un côté, il y a cette question-là qui devait être jugée. Donc il y a plein de subtilités. Il ne se fait pas soigner dans des hôpitaux saoudiens ? Non, pourquoi, hein étonnant. La vieille Europe a encore quelques. Ouais. Mehdi, pardon. C'est moi, Mehdi. Oui, c'est vous, Mehdi, mais vous avez raison. Mathieu, vous vouliez évoquer les chrétiens d'Orient. Je voulais parler des chrétiens d'Orient, qui sont une fois de plus les victimes collatérales du conflit depuis quelques jours. Les chrétiens d'Orient, ils sont 11 millions, essentiellement en Syrie, au Liban, en Égypte de moins en moins. On en avait déjà parlé à ce micro. Les chrétiens d'Orient sont généralement persécutés, sont pourchassés et tentent de survivre, et ils sont là aussi donc encore les victimes, notamment au Liban depuis quelques heures. Ils sont sous les frappes israéliennes pour le coup, et je voulais avoir une pensée pour eux. Et peut-être dire que nos auditeurs peuvent les soutenir en contactant l'œuvre d'Orient, qui est une association qui tente depuis des années de les soutenir et de les aider. Ouais, c'est effectivement une situation. On n'est pas là pour hiérarchiser les victimes, bien évidemment. On a une pensée pour toutes les victimes civiles, qu'elles soient palestiniennes, israéliennes, chrétiens d'Orient ou iraniennes, bien évidemment. Mais je voulais juste mettre un petit coup de projecteur sur ces 11 millions de chrétiens qui, en plus, en période de carême, doivent subir ces attaques. Non, mais on peut penser à toutes les populations civiles qui souffrent. Le but n'est pas de faire une hiérarchie, bien évidemment, mais de parler de ces 11 millions de personnes dont on ne parle pas beaucoup. Il y a un sujet civilisationnel derrière, parce que leur effacement, c'est quelque part la fin de 2000 ans de présence dans des territoires. Et alors qu'ils ont un rôle à jouer, parce que si on veut justement demain bâtir une paix durable, il vaudrait mieux que ce soit une paix sur trois pieds que sur 2 pieds. Ouais. Sur les 3 religions du livre. Ouais, non, mais c'est vrai. Alors Gilles, il vous restait un petit son. Parce que je savais que Kevin était là, je voulais faire un petit cadeau d'une prof de collège qui veut changer les méthodes d'enseignement. Alors évidemment, c'est pour toute la table, mais c'est vous qui êtes enseignant, vous allez apprécier, je pense. J'autorise mes élèves à ne pas rendre leur copie de contrôle. En fait, puisque j'ai cessé de pénaliser les erreurs, les élèves ont autant de tentatives qu'ils veulent pour valider une compétence. Donc, si le jour du contrôle, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas réussi à valider la compétence et ils le savent très bien, eh ben, ils ne sont pas obligés de me rendre leur copie. Et moi, ça m'enlève de la correction, et eux, ça leur enlève une note inutile, qui, de toute façon, ne serait pas comptée dans la moyenne. Finalement, arrêtez de pénaliser les erreurs de mes élèves, ça me simplifie la vie. C'est une bonne technique, arrêtez de pénaliser les élèves. C'est sûr que quand vous êtes professeur, c'est une magnifique technique. Plus de copies à corriger, il n'y a pas de problème. Il y a même des enseignants qui ont trouvé le truc des autocorrections. C'est-à-dire que les élèves s'autocorrigent ou font corriger leurs devoirs à leurs voisins. Enfin, vous voyez bien que ça... Il y a un côté Jean-Pierre Coff chez Kevin Bossuet, quand il découvre la malbouffe. Mais c'est de la merde. Mais s'ils veulent pas rendre leur copie... Écoutez, moi j'ai décidé d'arrêter le combat face à tant de bêtises. Non, il faut pas. Mais c'est qui cette enseignante? Elle est où? Faut l'inviter, il faut qu'elle discute. Mais c'est dans quel cadre? Il y a pas un vlog, ma vie d'enseignante de collège et lycée. Je partage ma vision du métier et mes méthodes, les méthodes que l'on doit changer. Mais elle a trouvé un truc. Moi, je pense qu'on devrait autoriser. 21. Parce que moi, je suis régulièrement, je sais pas vous, mais j'aime pas payer mes impôts. Non, vous avez raison. Ça me pénalise. Vous avez raison. Ça fera moins de travail pour l'inspecteur. J'aimerais fournir beaucoup moins de travail. Pour l'inspecteur des impôts. Je leur dis, écoutez, je suis pas prêt. Je me sens pas prêt. L'année prochaine peut-être, ou dans 2 ans. Je trouve que c'est au-delà du côté finalement assez grotesque et ridicule de la performance. Il y a un côté quand même en fait toujours assez méprisant pour les élèves qu'elle a en face d'elle, parce que théoriquement l'école de la République, je vais parler comme un vieux, mais est censée, enfin c'était du moins l'idéal de la Troisième République, l'école de la République est censée tirer les gens vers le haut, les sortir de leur milieu et leur permettre d'acquérir une situation par la connaissance et par la culture et de construire des citoyens. Et je maintiens que dans les lycées d'excellence,
on continue la notation. Il n'y a pas ce genre d'expérimentation. Donc en gros, ça veut dire qu'à un moment, on va arriver, c'est méprisant pour les enfants qu'elle a en face d'elle, qui vont être défavorisés, et à un moment où ça va se payer, parce qu'il y a un moment où ils vont monter, ils vont arriver pour passer les concours ou pour passer les examens, pour rentrer dans les écoles, ils n'auront pas le niveau. Et c'est plus que méprisant, que très... Alors je sais quelle phrase elle utilise déjà, mais ça me fera moins de copier-coller. Ça me fera moins de copier-coller. C'est aussi très égocentrique. Désolé. Est-ce qu'on a commencé sur l'égoïsme, c'est une société égoïste? Oui, il y a une forme de liberté pédagogique, il est maître de sa notation. De ne pas reprendre les copies. On fait, oui, il y a une liberté pédagogique, on fait globalement ce qu'on veut. S'il n'y a pas de notes, les parents vont dire qu'est-ce qui s'est passé. On peut mettre son nez, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Vous pouvez faire ça. Je me suis posé la question en fait. Vous voyez bien qu'il y a c'est idéologique, il y a une haine de la méritocratie, et que, vous savez, quand on supprime les notes, on a supprimé quand même les notes. Tout simplement pour ne pas, soi-disant, décourager les élèves les plus en difficulté, sauf qu'on leur ment. Parce qu'on ne leur dit pas leur niveau réel, et surtout on décourage les élèves qui, eux, ont besoin de leur 20 sur 20. On a supprimé aussi, parfois dans certains établissements, les félicitations au cours des conseils de classe. Donc, au cours des conseils de classe, il y a des gamins qui font un travail vraiment très bon, et il n'y a plus de félicitations. Pourquoi c'est discriminant? C'est discriminant, et puis il ne faut pas, évidemment, et qu'après les élèves plus faibles risquent de se décourager, mais ce n'est que ça dans l'éducation nationale. C'est pour ça que la bataille est perdue. Non. Mais si, elle est perdue, j'en suis convaincu. Parce que à la fin, il débouche dans une société qui est de plus en plus une jungle. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qu'on dit sur les gens. Quand ils vont arriver à leur premier entretien d'embauche, il faudra être prêt le jour où on les reçoit, et puis il faudra être prêt tous les matins d'ailleurs. Et moi je crois pas, je crois que les sociétés après elles s'autorégulent, et que effectivement ça va dégrader très largement notre compétitivité. On va avoir plein de gens qui vont le payer, il va y avoir des drames, et on sera obligé de prendre des mesures très draconiennes, bien pires que celles qu'il faudrait prendre aujourd'hui. Mais on fait quoi avec cette génération? Mais on fait quoi avec cette génération? Malheureusement, je pense qu'il va y avoir des générations perdues. Il y a quand même, dans l'éducation nationale, une grande responsabilité qui sont les fameux pédagogues. Vous savez, certains les appelaient les pédagogos. Les pédagogos de la rue de Grenelle qui, pendant des années, qui continuent toujours. Vous savez, c'est le cas du référentiel bondissant. On crée une sorte de jargon pseudo-scientifique, et en réalité, on nivelle par le bas. Et c'est surtout, là j'ai envie de dire, réfléchissez généralement où les enfants de ces hauts fonctionnaires du ministère dans les écoles privées. Ils sont pas soit ils sont dans les écoles privées, soit ils sont soit à l'école alsacienne, soit alors ils sont dans des lycées d'excellence. Mais charité bien ordonnée. C'est-à-dire que les expérimentations vaseuses et les trucs, les concepts sans notes et tout, ça va bien pour les gamins de banlieue, mais moins pour leurs enfants. Pour les gueux, et puis pour le reste, nous on prend l'efficacité. C'est une gauche antisociale, en fait. C'est une sorte de colonialisme un petit peu. En fait, c'est la gauche colonialiste moderne. Oui, c'est-à-dire qu'il. Voilà. Bon, on finit sur une note. Il faut pas baisser les bras. C'est perdu. Non. Moi, je pense que c'est perdu aussi. On a survécu à la guerre de religion. Pour être à l'intérieur, je peux vous dire que c'est perdu. On a survécu à Adolf Hitler. Je vous recommande l'excellent livre d'Alain Bentolila sur son dernier livre, où il explique que le manque de vocabulaire des enfants conduit à la violence, et qu'il faut que les parents et les enseignants. C'est absolument. Si on a pu sortir du paléolithique une fois, on pourra sortir du paléolithique deux fois. Le langage, c'est l'identité. Avec une bombe atomique pour revenir. Non, mais à un moment donné, je veux dire, le jour où si vous avez 70% demain des Français qui sont analphabètes, eh bien, on fera ce qu'on a fait en 1880. On recréera une école obligatoire, on reviendra sur les bases. Si on peut éviter de passer par cette case. Malheureusement. Il y a que le ministère s'appelle le ministère de l'instruction publique. Allez, Perico vient d'arriver. Est-ce que vous serez plus optimiste que nous aujourd'hui? Ça devait être difficile. L'actualité, mais on laisse toujours des portes d'espoir. Alors, de on quoi va parler allez-vous d'intelligence artificielle, cette joyeuseté qui menace l'édition française. On va recevoir Laurence de Villers qui va nous expliquer en quoi il y a de quoi s'inquiéter. Et puis la révolte des propriétaires. On se plaint des normes en France, mais alors quand on est propriétaire, je dois dire, on est dissuadé. Donc la propriété, c'est le vol, avait dit Proudhon, et la République française applique cette norme à la lettre. Et puis le grand remplacement, mais pas humain. Les insectes, les espèces nuisibles, les rats, les sangliers, les moustiques. En fait, on va crever de ça. On n'a pas besoin de Trump ni des mollahs
pour mourir dans des souffrances atroces. On va voir ça avec on est envahi par les sangliers. Oui, mais dans des proportions. C'est-à-dire, au nom de l'idéologie, il faut protéger la nature et l'environnement. On est en train de se faire bouffer par des bestioles monstrueuses dont on laisse la prolifération. En plus, le réchauffement climatique les rend plus heureuses. Une rate fait 7 portées de 14 rats par an. Ça transporte la leptospirose. Enfin voilà, que des réjouissances qui vont nous permettre de passer un week-end. Je vois déjà Julien Aubert qui sait, je ne suis pas contaminé. Voilà. Et puis on dirait un petit mot quand même les rafales, les 4 rafales sur le Mont-Saint-Michel. Oui, c'est on n'en a pas assez dit, je trouve. C'est 14 000 € de l'heure quand même, je vous signale. Hein. Comme vous êtes mesquin. J'ai pris la base. On se retrouve demain et dans un instant c'est Perico Légas qui sera avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.